Bienvenue dans Le Parcours, un podcast Ipsos Santé. Je suis la docteure Lorraine Bernard et je vous emmène à la découverte du dispositif Parcours, qui accompagne des femmes exilées et les aide à reprendre pied dans la vie. Dans ce 4e épisode, on va rencontrer Claire Tantet, médecin infectiologue qui a fait sa thèse sur les mutilations génitales féminines et dont c'est désormais la spécialité. C'est elle qui a pensé et créé le dispositif Parcours au sein des hôpitaux Avicenne et Bichat. Un dispositif inspiré par le travail du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en République démocratique du Congo. On va parler de tout ça et puis de sa vision du soin, du combat politique porté par le Parcours également. Épisode 4. Claire. On va commencer par le commencement. Déjà, le dispositif Parcours, c'est quoi ? Quand une patiente arrive, à quoi elles ont droit ? Qu'est-ce qu'elles vont voir ? Qui elles vont voir ? Eh bien, le dispositif Parcours, sa raison d'être, c'est l'empowerment des femmes exilées, donc accompagner les femmes exilées dans leur autonomie, en ayant une approche holistique et féministe de ce soin. Et donc, on accompagne les patientes sur 4 axes, médical, psychologique, social et juridique. Pour ça, on a des équipes pluridisciplinaires qui interviennent en consultation individuelle ou en hôpital de jour ou dans des espaces collectifs, des ateliers ou des sorties. Quand une patiente est reçue, on voit si elle répond aux critères d'inclusion. Il y a un premier entretien qui se fait avec la secrétaire ou la médiatrice, et ensuite on la voit en hôpital de jour pour une évaluation pluridisciplinaire. Et de là, on va mettre en place un suivi qui, au début, va être très soutenu. On va voir les patientes très régulièrement, au moins tous les mois. Et puis, petit à petit, s'espacer de plus en plus. Donc, on a défini des phases d'accompagnement. Il y a 3 phases d'accompagnement. Au milieu de ça, il y a les patientes qu'on dit rouges, qui sont les patientes, quand on les rencontre, si elles vivent des violences actuelles, s'il y a des rapports sexuels tarifés dans un but de survie, si elles ont des idées suicidaires ou qu'elles sont à la rue, c'est des patientes qu'on va voir encore plus régulièrement, qu'on ne va pas lâcher tant qu'elles ne sont pas hébergées, stabilisées sur le plan psy et sorties d'un schéma de violence idéalement. Voilà, et ça se passe dans le service de maladies infectieuses d'Avicenne et de Bichat. Et du coup, c'est quoi, toi, ton rôle en tant que médecin au sein du Parcours ? En tant que médecin, c'est de recevoir les patientes en consulte ou en hôpital de jour et de à la fois assurer la partie médicale, donc le dépistage des IST, la mise à jour vaccinale, est-ce qu'il y a un risque de tuberculose, d'orienter pour le suivi gynécologique, est-ce qu'il y a besoin d'une pilule contraceptive notamment, et puis le vécu de la vie affective plus globalement. C'est d'évaluer aussi les enjeux de santé sexuelle et d'exposition aux infections sexuellement transmissibles. Parfois on met en place ce qu'on appelle la PrEP, donc un traitement qui permet de prévenir la transmission du VIH pour des femmes qui auraient des partenaires dont elles ne connaissent pas le statut ou des partenaires multiples. Et puis une évaluation de la santé mentale aussi. Et on a aussi un rôle en tant que médecin de coordination du soin. Donc de s'assurer que le suivi psy est en route, est-ce qu'elle a besoin de voir l'assistante sociale, l'avocate, est-ce qu'il faut qu'elle aille aux ateliers, etc. Donc un peu ce rôle pivot qu'on partage avec les médiatrices dans la coordination du soin. Après, moi, j'ai d'autres rôles. Donc, je suis responsable du dispositif sur les 2 hôpitaux et présidente de l'asso 1000 Parcours. Et dans ce cadre-là, j'accompagne, je soutiens les équipes, l'organisation aussi des équipes. Et puis, j'ai un rôle de formation. J'anime des formations sur les violences dans le contexte de l'exil et sur les mutilations génitales féminines. Et c'est quoi ton parcours, Claire ? Et moi, mon parcours, donc à la base, je suis médecin généraliste. J'ai fait mes études dans les hôpitaux chics de la rive gauche, donc Cochin, Necker, tout ça. Et puis après, j'ai fait mon premier stage d'interne à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et là, je me suis dit, ok, c'est là que j'ai envie de travailler. Donc, du coup, j'ai prolongé un peu mon internat, puis j'ai fait des super rencontres dans mon internat. Notamment celle d'Albert Faye en pédiatrie générale à Robert Debré, qui était le chef de service. Et pendant ce stage de pédiatrie, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le sujet de l'excision, parce qu'on avait hospitalisé une petite fille qui venait tout droit du Mali, qui venait d'arriver avec sa mère et ses 2 frères, et qu'on avait hospitalisée, et chez qui l'aide-soignante nous a noté qu'elle a été excisée, et aucun médecin s'en était rendu compte.
Donc c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'excision. Et puis grâce à chef de service, j'ai été à Mayotte aussi. Donc là, ça a été vraiment un moment très important dans ma carrière médicale, de voir le soin autrement qu'à la PHP aussi. Et j'étais passionnée de Mayotte, d'ailleurs j'ai failli rester là-bas. Mais j'étais partie avec un bouquin qu'une infirmière de maladies infectieuses m'avait offert, de Denis Mukwege. C'était son premier bouquin, il n'était pas connu à l'époque. Et du coup, j'ai écrit à Denis Mukwege, après avoir mis 1 an à retrouver son mail, qui au bout d'un certain temps m'a répondu. Et du coup, j'ai été chez Denis Mukwege pendant les vacances pour 2 semaines. Juste après avoir passé ma thèse. Et ouais, je pense que ça a été les 2 moments un peu clés de mon parcours, Mayotte et Quand Congo. tu dis je suis allée chez Denis, en République démocratique du Congo, ouais. En RDC, et du coup tu y allais plusieurs fois. On a fait un partenariat finalement qui a duré 7 ans. Et donc de là, moi, ça m'a permis d'y aller 2 fois par an pendant plusieurs années, et puis de faire venir aussi l'équipe du Congo ici. Donc on a monté le dispositif comme ça, petit à petit. Et ouais, moi, ça a été... puis c'est là aussi que je suis partie faire des maladies infectieuses plutôt que la médecine générale. Enfin, ça a été vraiment les rencontres que j'ai faites avec des personnes très clés dans mon chemin professionnel. Comment t'es venue cette idée de créer le dispositif Parcours ? Eh ben, en fait, le dispositif Parcours, au début, il n'avait pas du tout de nom. C'était juste une consultation, parce que moi, j'étais infectiologue ici à Bichat. Et j'étais en salle, comme on dit, donc je m'occupais des patients infectés, hospitalisés. Et j'avais fait donc cette thèse sur les mutilations génitales. Et ce qui m'avait marqué, c'était le manque de formation des professionnels. Donc déjà, depuis ma thèse, j'avais commencé à former des professionnels sur le sujet, et notamment les gens de la maladie infectieuse, puisque c'était ma famille. Et j'ai eu l'idée, l'envie plutôt de proposer une consultation ici le samedi matin pour les patientes suivies dans le service pour le VIH ou l'hépatite B qui avaient été excisées. Et en fait, cette consulte, elle a marché assez rapidement. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il y a une secrétaire qui s'appelle Marilyn, qui à l'époque bossait pour les consultes de maladies infectieuses, qui s'est prise de passion pour cette consulte, qui, sans que je lui demande, s'est investie avec les patientes, les a rappelées pour les faire venir. Et donc, avec elle et puis une autre collègue, à ce moment-là, Ornella Cabras, qui dirige la Maison des Femmes de Martinique maintenant, on a travaillé là-dessus. Donc, petit à petit, en fait, il y a eu des patientes non infectées qui sont venues consulter parce que l'extérieur a su qu'on avait cette consulte. Et au vu du bassin de population de Bichat, ces patientes, elles arrivaient pour l'excision, mais en fait, déjà, elles avaient un parcours cumulé de violences sexuelles. Donc parfois, on se retrouve à parler de l'excision, alors qu'en fait, elles vivaient des violences actuelles ou des rapports sexuels tarifés dans la rue qui étaient l'actualité, en fait. Et ça faisait pas sens de parler de l'excision ou que de l'excision. Et puis, elles cumulaient aussi les vulnérabilités administratives, juridiques et des contextes de précarité importants. Et en fait, du coup, on a travaillé petit à petit. En fait, quand les patientes avaient un besoin, on essayait de trouver une solution. Donc au début, juste avec Marilyn. Puis il y avait des assistantes sociales qui étaient là à l'époque, qui se sont investies aussi. Les psychologues aussi. Et petit à petit, on a construit le parcours comme ça. Et puis, ça a duré 1 an. Après, je suis partie comme chef de clinique à Avicenne. Oui. Donc, tu as changé d'hôpital. J'ai changé d'hôpital, de l'hôpital Bichat à l'hôpital Avicenne. Exactement. Et à Avicenne, en fait, en maladie infectieuse, il y avait déjà une grande culture de la pluridisciplinarité pour le VIH, etc. Il y avait déjà aussi le chef de service qui avait une asso, donc un peu le même modèle qu'on a Parcours, le dispositif hospitalier plus l'asso. Et il y avait des personnes qui étaient très sensibilisées au sujet de transculturalité, de violence et tout. Donc il y avait un terreau ultra fertile quand même à Avicenne. Et donc, c'est à Avicenne qu'on a commencé à envoyer un peu plus d'activités, plus de patientes, et à commencer les hôpitaux de jour. Et puis là, il y a eu un directeur d'hôpital qui s'appelle Alban Amseli, qui était sensible à ce sujet,
et qui a accepté de s'investir avec nous. Donc on a vraiment construit les choses avec lui. Et justement, comment t'as motivé? T'es allée le démarcher? Comment Et ça s'est fait? je suis allée le démarcher. À l'époque, c'est en même temps qu'on a développé le partenariat avec Mukwege. Et puis, donc c'est ça qui a attiré aussi l'attention sur le dispositif. Quoi. On avait un partenariat international, c'était intéressant pour l'hôpital. En termes de mise en lumière de la paix, quoi. Il y a toujours un peu ce truc quand tu travailles à l'international avec la paix. Et... Donc assez politique au final. Ouais, quelque chose de... Ouais. Et puis, surtout, Mukwege a eu le prix Nobel de la paix. Bien donc sûr. là, c'était la classe, honnêtement. Enfin, voilà, c'était trop bien pour nous, quoi. Il a accepté de venir à Avicenne. Ça a été une grande visite institutionnelle. Il y avait tout, la PHP qui était là, Martin Hirsch à l'époque et tout. Et puis, c'est suite à ça, Mukwege, il a donné des conseils. Il a dit notamment qu'il fallait avoir des juristes pour soutenir ces patientes-là. Et on s'est appuyé ensuite derrière pour obtenir tout ce qu'il avait demandé. D'accord. Suite à la visite de Mukwege, on a travaillé en collaboration avec les administratifs de l'hôpital. Et puis, finalement, notre activité a rapporté de l'argent à l'hôpital. Et donc là, ça a tout changé. Du coup, parce que c'était pas seulement faire des demandes pour un projet plus humaniste que les autres. Non, c'était on rapportait de l'argent et donc on pouvait être soutenu pour ça, quoi. Donc les équipes, elles se sont montées petit à petit, étape par étape. Ça a pris du temps, honnêtement. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis, il y a eu le Covid. Ouais. Et en fait, le Covid, pendant le Covid, c'était galère parce que les patientes étaient encore plus isolées qu'avant, même si toute l'équipe s'était mobilisée pour rester en lien. Mais en même temps, après le Covid, il y avait des postes, notamment le poste de ma binôme Anaïs Antonioz, ergothérapeute, qui était à mi-temps jusqu'au Covid. En fait, elle est passée à temps plein pendant le Covid parce qu'elle est coordinatrice et qu'elle montait des centres de vaccination. On lui avait demandé de l'aide pour monter des centres de vaccination pour le Covid. Et quand ça a été terminé le Covid, elle a dit je garde mon temps plein et je reviens sur parcours. Et donc là, ça a été une grosse étape aussi pour nous. Ça a permis de faire un bond, comme elle était plus disponible, pour faire avancer les projets encore plus vite. Exactement. Super. Exactement. Tu nous as expliqué un peu le démarrage, comment on vient à créer le service. On va plutôt aller côté patiente. Comment tu as décidé un peu de choisir les premières patientes qui participaient, que tu allais inclure dans le parcours? Au début, je n'ai pas du tout choisi. Enfin, c'était des patientes qui étaient adressées plutôt par des professionnels de santé ou des professionnels du secteur social. Et puis, parfois c'était des orientations genre souhaite une réparation chirurgicale pour l'excision, puis en fait la patiente elle arrivait, elle savait pas pourquoi elle était là. Oui, elle avait vaguement parlé de l'excision à un moment, mais pas plus que ça. Donc ça demandait de la précaution aussi dans la manière d'aborder les choses avec les patientes parce que c'est pas toujours si clair pour elles ce qu'elles venaient chercher. Et puis petit à petit, en fait, on a eu vraiment de plus en plus de patientes. Et aujourd'hui, on est obligé de faire un tri, qui est, je pense, une des tâches les plus difficiles du parcours, c'est ce tri. Donc on a réfléchi à des critères d'inclusion en priorisant les patientes pour lesquelles on pensait avoir le plus d'intérêt pour elles, quoi. Et le plus de choses à pouvoir mettre en place pour les aider. Donc, on a fait 2 circuits de soins. Le premier autour de l'excision, ça, il est accessible à toutes les femmes qui ont vécu une excision et qui sont demandeuses d'infos. Et le deuxième circuit, qui est plutôt à destination des femmes pour un accompagnement pluridisciplinaire, mais autour de la précarité notamment. Et du coup, on a décidé de critères d'inclusion. Ces critères d'inclusion, c'est... Bon, soit tu viens pour l'excision, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'autres critères. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Tu verras psy, sexo, idéalement, potentiellement chir. Soit c'est le circuit parcours, à proprement parler, où là, on reçoit les femmes qui sont en France depuis moins de 3 ans, qui ont vécu des violences sexuelles en lien avec la migration, et qui sont éloignées de tout.
du soin, du droit, tout ça, qui n'ont pas d'autres suivis ailleurs. Pourquoi on a choisi moins de 3 ans? Parce que c'est là qu'il y a le plus de trauma en général, qu'il y a le plus d'exposition au VIH, parce que les conditions de précarité exposent aux violences et aux infections IST, infections sexuellement transmissibles, et parce qu'il y a des démarches juridiques qui sont possibles et où, en général, les femmes ont besoin de soutien autour de l'asile notamment. Donc on a décidé de ces critères-là, mais encore aujourd'hui, on reçoit plus de patientes, même si elles sont dans ces critères, qu'on ne peut pas prendre, quoi. Et c'est là que c'est pas facile, parce qu'on trie en fonction du niveau de violence, du niveau de précarité, etc. Donc là, on n'est pas en capacité d'accueillir toutes les demandes. On accueille à peu près 2/3 des demandes qu'on nous fait. Parce qu'on veut aussi prendre les patientes dans des délais raisonnables. Et s'il n'y a pas de place avant 2 mois, on ne les prend pas. D'accord. Pour donc pas qu'elles aient de retard sur leur démarche. Tu veux dire qu'elles réessaient si ouais, besoin, qu'elles réessayent, si elles sont dans cette démarche exactement. De motivation. Ouais. Et donc j'entends qu'il y a des critères d'inclusion. Et est-ce qu'il y a une fin au parcours pour les patientes? C'est une question qu'on se pose régulièrement. La réponse, elle est mouvante, je dirais. Elle dépend des périodes. Initialement, on s'était quand même fixé de ne pas dépasser plus de 4 ans d'accompagnement. Parce que le but du parcours, c'est aussi de réinsérer dans le droit commun, que ce soit pour la santé ou pour le reste. Donc on a quand même ça en ligne de mire. Et aussi de se dire que parfois on va arrêter des accompagnements chez des patientes qui n'ont pas obtenu de statut, qui vont être dans une précarité chronique, hébergées par le 115 avec l'aide médicale d'État. Mais si elles ont un médecin traitant, qu'elles ont compris comment renouveler l'AME, qu'elles ont eu des cours de français, qu'il n'y a plus de trauma, en fait on n'a pas forcément de raison de poursuivre le suivi. Et ceci étant dit, parfois on le poursuit quand même s'il est très espacé, parce que y a des patientes que ça rassure d'avoir un lien, un lieu où elles peuvent quand même venir partager si elles ont des difficultés. Et puis aussi, malheureusement, parce que parfois il y a des situations qui se stabilisent à un moment et qui redégringolent. Et je pense notamment aux patientes infectées VIH qui obtiennent des titres de séjour pour soins pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, en ce moment, il y a des patientes qui ne se voient pas renouveler les titres de séjour pour soins, donc elles perdent leur hébergement, leur travail, elles se retrouvent à la rue, elles reprennent à zéro. Donc il y a aussi cette réalité-là qui fait que parfois il y a des patientes qui re-rentrent dans le circuit. Voilà, et ça c'est dur quand même. Bien sûr. Tu le vis comme un échec ? Je le vis pas comme un échec de l'équipe, parce que je pense qu'un des premiers trucs qu'on fait, c'est du lien et de l'écoute, et qu'on n'est pas magicienne. Donc ça, au début, je le pensais, mais ça fait un moment que j'en ai fait le deuil. Donc non, je dirais pas que je le vis comme un échec, je dirais plus que je le vis comme une frustration, quoi. Aussi d'avoir vu ces patientes évoluer, avancer, se réjouir avec elles de l'obtention des différents titres de séjour, etc. Et finalement, qu'elles se retrouvent de nouveau à la rue, c'est vraiment... ça... C'est vraiment dur, quoi, de voir ça. Après, c'est aussi des phases où il se passe d'autres choses avec les patientes, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour nous de continuer. Mais justement, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus d'action à mener, à part l'action d'être présente et disponible? Et donc, c'est ça qui fait travailler le lien aussi, et l'écoute, et cette posture qu'on essaye d'adopter de soutien, sans qu'il y ait forcément autre chose. Et je crois que c'est important aussi parfois pour les patientes d'avoir des ancrages stables dans le temps. Et pas toujours des choses qui s'arrêtent, qui reprennent ailleurs, etc. Parce qu'elles sont en instabilité administrative, elles sont en instabilité juridique, et je crois que d'avoir un fil, même si c'est tous les 6 mois que tu viens, savoir que ça existe, ça peut être soutenant, quoi. Oui, il faut rappeler que ces femmes, généralement, elles sont quand même très isolées. Elles sont arrivées dans ce pays où elles ont fui des violences intrafamiliales, la plupart du temps, plus des violences sur le parcours. Et ici, en France, elles ont assez peu d'attaches, voire aucune. Donc, on est souvent, elles le disent souvent, elles le témoignent, un peu la famille, quand elles viennent, et elles retrouvent des amis pendant les ateliers. Et justement, ça me fait rebondir dans ce contexte, notamment le contexte mondial actuel, politique actuelle, mobiliser des ressources pour soigner des femmes migrantes, pour accompagner, les soigner, c'est pas forcément quelque chose d'évident.
Tu considères que c'est une forme d'engagement politique ce que tu fais ? Enfin, au début, je le considérais pas trop comme ça, mais depuis que la France se radicalise, c'est clairement devenu un sujet politique, quoi. Donc, je crois que maintenant, il n'y a plus le choix d'être militant. Enfin, chez les infectiologues, il y a toujours eu une forme de militantisme, mais pas toujours assumé, parce que militantisme, ça faisait... les gens imaginaient que c'était manifester dans la rue avec des panneaux, alors qu'on sait bien aujourd'hui que c'est pas ça. Et je vois tous les infectiologues qui bossent sur la précarité. Aujourd'hui, ils sont de fait impliqués politiquement et militants. Et oui, je pense que ce sujet-là, en plus, il est à l'intersection de plusieurs sujets, quoi. De la précarité, du racisme, de l'inégalité dans les soins, du féminisme. Donc oui, et je crois que toutes les professionnels de santé qui sont sur le dispositif partagent un engagement militant important. Justement, ce qu'on décrivait, c'est qu'au-delà de ces femmes, du parcours, le dispositif surtout montre la vertu du soin holistique. Donc ce qu'on appelle le soin holistique, c'est une prise en charge d'une personne dans son ensemble, dans son corps, dans son esprit, dans sa situation personnelle. Vraiment, moi étant médecin généraliste, c'est une médecine qu'on essaie de faire, mais ça peut nous manquer. Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait à apprendre de notre médecine moderne du parcours ? Je pense dans ma vision de ce soin-là, c'est vraiment que le social et le juridique fassent partie du soin, quoi. Que ce soit plus d'autres métiers ou un à côté. Parce que notamment, avec tous les débats autour de l'AME, par exemple, les patientes qui se retrouvent en rupture de droit, en fait, faire une prescription, aujourd'hui, ça ne suffit pas, quoi. Parce qu'il y a plein de prescriptions chez le public précaire qui ne sont jamais appliquées. Donc si on ne s'est pas intéressé à est-ce que cette patiente a des droits ou à quoi elle serait éligible, par exemple, pour moi, on passe à côté d'une partie du soin, quoi, parce que juste, on ne pourra pas le réaliser, quoi. Après, il y a ce côté aussi de faire rentrer les personnes dans le soin. À l'hôpital public, on a tendance à... Quand une patiente ne vient pas en consulte, à éprouver une sorte de soulagement, parce qu'en général, il y a beaucoup de monde, etc. Machin. Et moi, quand j'étais interne, j'ai jamais vu rappeler les patientes qui n'étaient pas venues, par exemple. Alors que nous, dans le parcours, c'est indispensable. Enfin, on rappelle toutes les patientes plusieurs fois la veille, parce qu'on sait que déjà, le trauma, ça entraîne des troubles mnésiques, donc des patientes qui oublient les rendez-vous, parce qu'on sait qu'elles vont prioriser les rendez-vous administratifs ou les rendez-vous qui concernent leurs enfants. Ça a été hyper démontré. Donc en fait, si on n'intègre pas dans notre soin les difficultés qu'elle présente, je pense qu'on passe à côté d'une partie du soin, quoi. Et après, le côté juridique, ça on sait dans les violences que la reconnaissance juridique, c'est important, de savoir que ce qu'a fait l'agresseur est interdit et puni par la loi, même si ça va pas toujours au bout, c'est déjà important de le savoir. Et nous, ça conditionne aussi le statut administratif, l'hébergement. Et je crois que l'hébergement, ça fait partie du soin aussi. Parce qu'on ne peut pas se soigner dans une bonne condition quand on est à la rue. Donc, pour moi, c'est vraiment directement du soin, le social et le juridique. Vraiment. Et du coup, maintenant, c'est quoi l'avenir du parcours ? Il y a quelques frissons quand même en ce moment. Aussi parce que notre modèle économique aujourd'hui marche, mais si demain quelqu'un décidait de changer juste une petite ligne de codage dans le recueil de l'hôpital, tout s'effondre. Donc il y a quand même une forme de fragilité, même si les patientes n'ont jamais été aussi précaires qu'aujourd'hui quand même. Tu vois une différence ? Ah ouais, honnêtement. D'accord. Ouais. En termes d'hébergement notamment. Ouais. Et en termes de refus, de complexité des circuits administratifs, depuis 3 ans, c'est... C'est vrai. Ah ouais, c'est pire que jamais. C'est en vrai lien avec les... Avec les décisions politiques, complètement. Ouais. Et la montée du racisme aussi, ça sent... il y a toujours eu de la discrimination dans les soins, pour les femmes noires notamment. Mais là, particulièrement en ce moment, c'est encore plus présent au niveau institutionnel, je trouve. Enfin, de ce que nous rapportent les patientes, en tout cas. Tu ressens, c'est dit davantage. Ouais. Et revenons sur toi, Claire. Toi, t'es infectiologue de formation et médecin. Et de t'être engagée dans le parcours, qu'est-ce que ça t'a appris, surtout en tant que médecin, en tant que femme ? Ce que ça m'a appris, ce que ça m'a appris, c'est que, en fait, moi, la pluridisciplinarité en soi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'apprends des autres gens de l'équipe.
Et en fait, il y a quand même tout un angle mort qu'on a quand on est médecin sur tout un tas de données humaines, notamment au niveau psychique, etc. Moi, ça me passionne toujours d'entendre les psys parler des patientes, Anaïs qui est ergothérapeute qui apporte tout un autre éclairage. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse le plus. Les avocates avec leur expertise, etc. La peur aussi d'être moi-même maltraitante ou moi-même violente avec les professionnels qui m'entourent. Donc ça, j'ai toujours une vigilance là-dessus. Et je pense que je le suis parfois, parce qu'on est des humains, mais j'essaye de faire gaffe. Puis, j'ai vu aussi des patientes qui se transformaient, quoi, au fur et à mesure des années. Et ça, c'est magnifique aussi. Je pense que c'est pour ça c'est motivant aussi, quoi. Mais des patientes... qui sont arrivées dans des états de précarité hyper importants, au niveau psy très mal. Et puis en fait, elles traversent quoi. Elles traversent, certaines elles sont quand même régularisées, elles ont du travail. Et puis là, elles viennent et du coup, on parle d'autre chose. Peut-être que c'est là qu'on va parler de l'excision justement, ou là qu'on va parler de leur relation. Et donc voilà, je pense qu'elles m'ont appris ce truc de ne pas lâcher aussi. C'est un truc du quotidien avec elles. Et c'est la fin de ce 4e épisode. Le parcours est une série produite par Ipsos Santé. Ipsos, c'est un collectif de médecins, sages-femmes, infirmières qui portent ensemble un réseau de cabinets médicaux inclusifs et bienveillants. Cet épisode a été écrit et réalisé par Lorraine Bernard et Simon Rubin. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours, rendez-vous sur le site 1000parcours.org. Et nous, on se retrouve pour le 5e épisode. On ira découvrir un nouvel atelier collectif qui prépare les participantes aux rendez-vous administratifs qui visent à les régulariser. Des rendez-vous toujours stressants, fatigants et qui font souvent remonter des souvenirs difficiles. À très vite!